Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment une séquence d'enseignement qui mobilise le card tapping peut-elle créer une dynamique d'apprentissage? C'est notamment la question auquel je vais répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le jeu, comment l'utiliser dans une séquence d'enseignement de tennis de table, puis par la suite je vais m'appuyer sur les résultats d'Alizé Vivo, afin de mettre en valeur l'ensemble de ses plus-values. Comprenez bien que comme d'habitude c'est à vous de vous positionner, à vous de vous approprier le jeu de cartes, et si possible, de l'utiliser dans vos illustrations d'écrit 2. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. Qu'est-ce que le card tapping? Le card tapping est un jeu de cartes qui permet de modifier le matériel, de faire évoluer le score, de contraindre l'adversaire, de valoriser son propre jeu, etc. Il peut servir de support à l'enseignement de l'EPS durant un cycle de tennis de table. Le jeu est regroupé en 4 familles de cartes. Les cartes rouges imposent une contrainte particulière à l'adversaire. Les cartes vertes augmentent les possibilités de leur possesseur. Les cartes violettes modifient le jeu pour les deux joueurs, tandis que les cartes oranges n'influencent pas directement le jeu, mais changent les cartes des joueurs ou leur score. N'hésitez pas à prendre en considération le diaporama de manière à mieux comprendre les différentes natures de cartes de par leur couleur. Sur chacune des cartes, il y a l'effet de celle-ci, c'est-à-dire le quoi, puis à qui elle s'adresse, c'est-à-dire le qui, puis enfin pour combien de temps, c'est-à-dire le quand. Donc par exemple, interdiction de servir pour l'adversaire jusqu'à la fin du set, on a donc le quoi, qui renvoie donc à l'effet de la carte qui est interdiction de servir, pour qui, à qui elle s'adresse pour l'adversaire, puis enfin pour combien de temps, c'est-à-dire le quand, ici jusqu'à la fin du set. D'après Jean-Paul Monnet, l'inventeur du jeu, il explique qu'au début de la partie, chaque joueur tire 5 cartes dans le paquet. Il les dispose à l'aide de pattes fixes sur le rebord de la table, de manière à les voir sans que son adversaire puisse lui les voir. Pour utiliser une carte, le joueur la détache du bord de la table, la pose près du filet de son côté, afin de ne pas gêner la partie et que les deux joueurs puissent la voir, et annonce à son adversaire les effets de sa carte et sa durée. Lorsqu'une carte n'a plus d'effet, par exemple le délai est expiré, annulation temporaire ou totale, etc., on la retourne, plaçant ainsi sa face contre la table. Une carte peut être posée par n'importe quel joueur, serveur ou relanceur, du moment que celui-ci la pose entre 2 points. À la fin du set, le gagnant reprend une carte dans le paquet et le perdant en prend 2. Dans cette perspective, Jean-Paul Monnet propose une illustration de l'utilisation du card tapping sur un premier cycle avec des élèves de 6e et 5e, et sur un second cycle avec des élèves de 4e et 3e. Il propose de fonctionner sur chaque leçon de PS de la manière suivante. Le cœur de la leçon, sur des situations d'apprentissage à partir de cartes sélectionnées au regard de l'objectif principal du cycle, puis en fin de leçon, une réintégration des cartes au cours d'un match façon card tapping. Ce type de jeu a donc été construit sur les programmes de 2008. Là, à l'heure actuelle, nous vous conseillons d'organiser votre leçon de la manière suivante. Introduction directement par une situation de match avec une contrainte, couplée à une fiche d'observation qui va donner du sens à votre situation d'apprentissage qui va suivre, notamment sur le modèle grande boucle et petite boucle du Baldi. C'est alors le résultat de la fiche d'observation qui permet de faire comprendre à l'élève l'intérêt de s'investir dans l'exercice suivant pour atteindre l'objectif de votre leçon. On parle alors souvent de grande boucle et de petite boucle pour reprendre donc ces fameux travaux du Baldi, même si le concept qui est plutôt d'actualité aujourd'hui est la forme de pratique scolaire en tant que situation complexe initiale. On vous fera une vidéo bien plus complète là-dessus, notamment sur l'oral 1 de leçon pour le CAPES ou l'oral 2 de leçon pour l'agrégation. Fermeture de la parenthèse, plus le cycle avance, d'après Jean-Paul Monnet, et plus le nombre de cartes réintégrées à la phase de match sera grande. L'intérêt de la réintégration des cartes sur une phase de match est de permettre aux élèves de faire varier les paramètres en fonction des cartes qu'ils possèdent, et de s'inscrire alors dans un projet de jeu à court terme. Par exemple, vous êtes à la leçon 3, et vous souhaitez travailler avec un groupe d'élèves sur le service. C'est assez caricatural, mais ça vous permettra de comprendre. Ils ont en leur possession une fiche de score avec 2 formes de points à marquer. Un point marqué de manière classique, bon, ça vaut 1 point. Un point marqué par le serveur en moins de 3 touches, ce qui lui permet donc pour le serveur de jouer après le renvoi de l'adversaire et de profiter du déséquilibre créé. Il gagne 100 points. Ici, le score est parlant et permet de savoir combien de services a marqué l'élève. Toujours en moins de 3 touches et de lui faire comprendre l'intérêt de travailler par exemple les services par la suite. En effet, il sera plus ou moins loin du critère de réussite et de manière plus globale, plus ou moins compétent. Donc si vous vous référez au diaporama, vous remarquez que par la suite de cette situation complexe, de cette tâche complexe, on proposera une situation d'apprentissage plutôt pour les débutants, qui n'ont pas atteint le critère de réussite, et une situation d'apprentissage peut-être plus pour les débrouillés, qui ont atteint le critère de réussite ou du moins qu'ils en sont proches. Puis par la suite, on réinvestira notre situation d'apprentissage dans notre situation d'affrontement, c'est-à-dire la grande boucle, où on demandera aux élèves de piocher 5 cartes qu'on aura triées en amont de notre leçon, de manière à ce que les cartes qu'ils vont piocher soient orientées par rapport à la thématique de leçon. Si vous jetez un coup d'œil sur le diapo, vous remarquez que j'ai fait une sélection de plusieurs types de cartes. Alors c'est non exhaustif, ça représente globalement ce que l'élève pourra avoir dans son tas de cartes. Évidemment, l'auteur en propose d'autres,
C'est à vous de trier de manière à ce que les cartes que vous allez choisir, elles soient en lien avec votre objectif de leçon. J'ai choisi plusieurs cartes, par exemple leur service, le service en or, à la rue, dévastator et 9 à plat. Je vous laisse regarder le diaporama de manière à comprendre à quoi elles servent et pour qui et pour quand. Mais l'enjeu, c'est que ces cartes puissent permettre de répondre toujours à notre objectif de leçon autour du service. Bien, l'explication étant terminée, passons plus précisément à l'étude d'Alizé Vivo qui permet de comprendre l'effet d'un match de card tapping sur l'activité des élèves et l'utilisation donc de ce jeu lors d'une leçon sur l'activité d'un enseignant. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce jeu de cartes, je vous invite à aller voir le site cardtapping.fr. Jouer au card tapping pour les collégiens donc nécessite de leur part la mobilisation de connaissances sur le jeu, les cartes, sur l'adversaire et soi-même. Les élèves vont donc acquérir des connaissances tactiques. Exemple, l'adversaire pose une carte et le joueur sait comment contrer cette carte par son jeu. Chacun a donc une stratégie de gain de points qu'il actualise, renforce ou supprime. D'autre part, les joueurs essaient de contourner les contraintes des cartes. Exemple, lorsque Pierre joue sous la contrainte de la carte clouée au sol de Chloé, c'est-à-dire avec les 2 pieds fixes, il construit les connaissances suivantes. Avoir les pieds cloués au sol m'oblige à aller chercher loin et à bien me positionner. Tandis que Chloé comprend qu'il faut jouer là où l'adversaire n'est pas. Puis, Alizé Vivo complète ses propos en mettant en évidence 5 intérêts éducatifs à l'utilisation du card tapping. Elle met en avant les résultats suivants. Petit 1, amplification des émotions. Petit 2, favorise l'engagement des joueurs. Petit 3, développement des capacités stratégiques. Petit 4, développement des capacités motrices. Petit 5, acquisition de compétences plus générales. Nous allons alors détailler ci-dessous plus précisément ces 5 intérêts. Dans le petit 1 sur l'amplification des émotions, effectivement le card tapping exerce une influence sur le ressenti émotionnel et sur la motivation des collégiens au cours du set. Plaisir, par exemple amusement, gain du match, mais aussi déplaisir, stress, sentiment de défaite. Donc il va falloir apprendre à gérer ces émotions, quelles que soient les cartes que l'on a dans notre jeu. Petit 2, le card tapping favorise l'engagement. Alizé Vivo explique qu'en s'appuyant sur de nombreuses variables, par exemple balles de formes différentes, hauteur du filet, longueur de la table, coup interdit, coup et cible valorisé, scorage particulier, etc., cela permet à l'enseignant d'apporter une dimension ludique à l'activité de tennis de table. De plus, l'utilisation de noms de cartes évocateurs et d'illustrations humoristiques renforce cette dimension. En effet, par l'instauration d'un climat ludique et compétitif, la nouveauté, la surprise, le duel, nous pouvons considérer que le card tapping est comme un catalyseur de défis à surmonter pour les élèves, notamment pour les cartes rouges et violettes et d'autres cartes, orange et verte. Dès lors, nous pourrions envisager d'utiliser ce jeu comme un moyen de susciter soit la satisfaction, soit l'insatisfaction de l'élève afin de le faire entrer dans une activité d'apprentissage. Petit 3, développement des capacités stratégiques. Le card tapping suscite une activité stratégique chez le collégien au cours du set. Réflexion et exploration sur le jeu adverse ou sur son propre jeu. Planification d'une stratégie et mise en place de celle-ci. Chacun a dû répondre à sa manière au dilemme suivant. Quelle carte vais-je jouer? À quel moment et comment vais-je jouer? Comment gérer mes cartes tout au long du match? Est-ce que toutes mes cartes constituent un avantage pour moi? Ces dilemmes se posent dès la prise de connaissance des cartes au début du match pour les 2 élèves. Cependant, il nous faut surligner le fait que l'activité stratégique suscitée par l'utilisation des cartes est fortement dépendante de la nature des cartes en la possession des élèves, du jeu adverse et surtout d'un vécu antérieur de l'élève. En effet, le choix de pose des cartes des élèves relève à la fois de préoccupations singulières mais également de la mobilisation de connaissances expérientielles sur les cartes. Ainsi, si l'élève se construit une expérience négative, par exemple l'échec répété avec une carte, il aura tendance à ne pas l'utiliser pour ne pas perdre de points. Ce faisant, nous soulignons ici l'importance du rôle de l'enseignant sur le choix des cartes et sur le règlement lié au déroulement du jeu. Petit 4, développement des capacités motrices. Les cartes viennent contraindre les actions des élèves de façon à susciter leur adaptation motrice et permettent ainsi d'améliorer différents pans du jeu. Certaines cartes permettent donc de travailler les aspects techniques du jeu, amélioration du contact balle-raquette, placement par rapport à la balle, production de trajectoires variées, etc. Néanmoins, ce jeu de cartes n'est pas une fin en soi. L'enseignant doit donc toujours structurer sa leçon et proposer des situations d'apprentissage et des formes de régulation qui permettent à chacun de progresser. Enfin, petit 5, acquisition de compétences plus générales. Jean-Paul Monet fait référence à 2 catégories de compétences générales susceptibles d'être particulièrement développées lors de ce jeu, à savoir la relation à la règle et aux consignes et la relation aux autres. Le card tapping fait émerger chez les collégiens une activité de communication à propos du jeu et de son déroulement. De ce fait, ce jeu devient un outil de familiarisation avec les consignes écrites et permet de travailler de façon implicite pour l'élève la maîtrise de la langue française lors de la reformulation à haute voix à son adversaire. Mais bien au-delà de cette idée de confrontation à la règle, les élèves vont être amenés à jouer avec la règle, à en comprendre le sens et à en négocier certains aspects. Concernant le rapport à l'autre, la dynamique de ce jeu va amener les élèves à expliquer les cartes à haute voix, à échanger sur des désaccords possibles et même à rire ensemble ou partager en fin de match sa stratégie de jeu. Dans ce sens, pourquoi ne pas provoquer des situations de négociation et de litige afin d'amplifier ce travail à la règle et du rapport à l'autre? Cela peut donc être un axe d'enseignement à ne pas omettre.
Notons enfin que l'analyse d'Alizé Vivo ne permet pas de faire la preuve d'une réelle transformation. En revanche, elle nous permet de souligner l'intérêt de ce jeu pour créer des situations d'interaction entre les élèves favorables au travail en EPS, notamment dans leur rapport à la règle et aux autres. Dans cette optique, il nous semble important d'insister sur le rôle de l'enseignant pour exploiter ces situations à des fins de transformation des attitudes des élèves. Rien de magique, comme d'habitude. Utiliser ce jeu ne va pas transformer radicalement vos élèves. C'est par vos démarches d'enseignement que les élèves viendront à progresser, autant sur leur intelligence motrice, cognitive que sociale. Enfin, comment mobiliser ces connaissances avec d'autres auteurs et articles scientifiques? En s'appuyant sur les travaux de Carol Sèvres, notamment construits en 2003, elle a montré avec ses collaborateurs qu'au cours des compétitions de tennis de table, l'activité d'apprentissage des pongistes experts repose essentiellement sur la validation et la construction de connaissances relatives aux particularités de l'adversaire et à la situation d'interaction présente. L'étude d'Alizé Vivo va donc dans le sens de ces travaux, puisque lors de leur match de card tapping, les élèves ont également construit des connaissances relatives à l'adversaire et à la situation d'interaction. C'est-à-dire que lorsque l'élève va poser ses cartes, il va comprendre les contraintes qu'elles vont impliquer sur le jeu. Les élèves ont également pu construire des connaissances sur leur propre jeu, notamment sur le style de jeu, sur l'efficacité, sur la fonction des coups techniques, etc. D'autre part, toujours sur Carol Sèvres, notamment sur ses travaux écrits en 2002 sur les fondamentaux du tennis de table, elle a montré toujours avec ses collaborateurs que l'activité d'élèves, de pongistes experts ou d'étudiants débutants lors d'un match ou d'un match à thème se caractérise toujours par une phase d'exploration du jeu adverse puis d'exécution d'une stratégie. Les résultats de l'article scientifique utilisé vont dans le sens de ces travaux, puisque Alizé Vivo a montré que les collégiens ont développé une activité d'exploration puis d'application, c'est-à-dire qu'ils ont testé sur quelques points une stratégie pour voir comment l'autre réagissait, et ils en ont déduit l'efficacité de celle-ci pour l'utiliser dans la suite des points. C'est du moins ce que démontre Alizé Vivo. Toutefois, il va falloir souligner que Rossard et ses collaborateurs en 2005 ont mis en évidence que l'activité d'exploration lors d'un match à thème, tel que le banco, on vous fera une vidéo de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que c'est, s'arrête lorsqu'une solution efficace a été trouvée. C'est-à-dire que si l'élève considère que son smash coup droit permet de gagner de points, il ne va pas chercher d'autres manières de construire le point. Or, lors du set de card tapping, les élèves ont pu tester et valider ou invalider plusieurs stratégies de jeu. Nous pourrions alors souligner ici l'intérêt du card tapping pour susciter une activité d'exploration plus riche à l'issue d'un set joué. Cependant, cette activité accrue d'exploration, application étant suscitée par l'utilisation des cartes au cours du jeu, elle dépend alors essentiellement des préoccupations des élèves à l'instant T, notamment dans le set. Ainsi, pour conclure, cette nature de savoir est primordiale dans une illustration afin de dépasser les exemples bateaux ou non fonctionnels sur le terrain. Elle s'utilisera dans de nombreuses thèses ou antithèses qui mettraient en évidence la conception et l'opérationnalisation des situations d'enseignement au sein d'une classe. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez utiliser ce jeu que vos élèves vont se transformer. Là, la manière dont c'est expliqué et à la manière dont l'auteur s'appuie sur certains travaux, on a l'impression que ce jeu de cartes va révolutionner votre enseignement et permettre aux élèves de progresser d'un point de vue cognitif, social et moteur. Or, ce n'est pas le cas. C'est dans la manière dont vous allez amener le jeu et dans l'organisation de vos situations d'apprentissage que vos élèves vont progresser. Enfin, pensez toujours à leur donner du sens. Ce n'est pas parce que vous utilisez le jeu de cartes que c'est ludique et que les élèves vont percevoir l'intérêt. Mais c'est dans la manière justement dont vous allez vous appuyer sur vos fiches d'observation. Et à partir du moment où les élèves vont construire l'écart qu'ils ont par rapport à l'objectif et aux critères de réussite, qu'ils vont vouloir s'investir dans la situation d'apprentissage, avec ou sans le jeu. Néanmoins, grâce au jeu, vous apportez une dimension ludique qui n'est pas négligeable. Voilà, la vidéo se termine. On se retrouve bientôt sur de prochaines vidéos et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. À bientôt.